Ce soir, à Rencontre, François Truffaut. Il y a quelque temps à peine, François Truffaut donnait les derniers tours de manivelle à son plus récent film, Les deux Anglaises et le continent. Cette œuvre vient s'ajouter à une longue liste bien connue de tous les amateurs, Les 400 coups, Jules et Jim, Baiser volé et plus récemment, L'enfant sauvage, pour ne rappeler que quelques titres. Du cinéma de François Truffaut, on s'accorde à dire qu'il se situe en dehors des courants à la mode. On dit aussi, ce qui pourrait paraître plus grave, que ce n'est pas du cinéma engagé. En fait, Truffaut a toujours refusé de prendre parti dans les questions politiques et même dans les querelles esthétiques. Avant tout, il se veut un homme qui a des choses à dire à d'autres hommes. Ces choses, il les tire de son expérience, même la plus personnelle, et il les dit avec les moyens qui sont les siens. Raymond Charette rencontre François Truffaut. François Truffaut, si vous permettez, je ne vais pas essayer d'axer cette interview sur le cinéma proprement dit. Ce n'est pas tout à fait l'esprit de l'émission que nous faisons. Je voudrais plutôt essayer de l'orienter sur vous-même, sur vos idées, sur votre philosophie de la vie. Bien sûr, nous retrouverons tout ça dans vos films, dans le cinéma. Vous êtes d'accord que nous procédions comme ça? Absolument. Bon. Alors, dans cet esprit-là, je voudrais vous demander d'abord ce que c'est pour vous qu'un film. Ah oui, il y aurait beaucoup de réponses, parce qu'un film, c'est une aventure de plusieurs mois. C'est une plongée, surtout, par rapport à la vie. Par rapport à ma vie courante, je crois que c'est une plongée. J'ai envie d'employer ce mot quand je commence un film, je dis je plonge, parce que c'est quand même une plongée dans l'inconnu. Le tournage du film ressemble à un trajet en sous-marin, parce qu'on est extrêmement isolé du reste du monde. Et les gens sont d'accord d'ailleurs avec cet isolement. Vous voyez, on ne dérange jamais un metteur en scène en plein travail, en tournage. On se doute qu'il est complètement requis et mobilisé par ce qu'il fait. Alors c'est une plongée, et à la faveur de cette aventure, de quelques semaines pour le tournage et de plusieurs mois pour l'ensemble, eh bien on fabrique un objet. J'ai l'impression quand même qu'un film est un objet qui est, comment dirais-je, très agréable à construire parce qu'on en contrôle le moindre détail. C'est un objet qui résume un peu le monde. Il ne résume pas tout le monde, mais enfin il résume un peu un monde pendant le temps où ça se fait, puisque c'est en général une vie, des personnages, des agissements. On a carte blanche, on se sent un pouvoir très grand, puisque ces personnages, on peut leur faire dire ce que l'on veut, on peut les faire mourir, on peut les faire se rencontrer, se séparer. On a l'impression d'un très grand pouvoir, vraiment. C'est très curieux comme sensation. Ça ressemble quand même à la maquette, ça ressemble à la miniature, ça ressemble à un jeu solitaire, même si on est entouré de 30 ou 40 personnes. Ces 30 ou 40 personnes ne s'occupent que de choses fragmentaires, que d'un aspect du film. Donc on est seul à avoir la vision d'ensemble, on est seul à savoir ce que l'on veut obtenir à l'arrivée. On a donc ce pouvoir exorbitant dont j'ai parlé, je dis bien exorbitant d'ailleurs, dont il ne faut pas abuser, parce qu'on pourrait en abuser. Et à ce moment-là, je crois que l'élément jeu est là, et Orson Welles a dit, lorsqu'il a tourné Citizen Kane, il a dit le cinéma est le plus beau jouet électrique qu'on ait mis à la disposition d'un adulte. Et je crois qu'il avait raison de dire ça, parce qu'on est obligé d'y penser, oui. C'est une organisation arbitraire de la vie. Aussi, oui, c'est une organisation arbitraire de la vie, parce que on crée une vie à côté de la vie réelle. Et dans cette vie, moi je pense qu'elle est améliorée, parce que c'est une vie débarrassée des embouteillages, si vous voulez. C'est une vie débarrassée des temps morts. On est soi-même dans un état assez intense, et on crée une vie intense. On crée une vie où il ne se passe que des choses intéressantes. On crée des rencontres privilégiées, on crée des moments extraordinaires. Même si on raconte des choses près de la vie, vous savez, même si on raconte le voleur de bicyclette, eh bien, on raconte en 1h30 ce qui est arrivé de plus intense à ce chômeur italien qui avait perdu sa bicyclette, qu'il a recherché pendant 2 jours. Mais resserrant tout ça en 1h30, on crée quelque chose de féerique, et je crois que c'est Jean Cocteau qui disait ça. Il avait raison, il disait que le voleur de bicyclette, plutôt qu'un film social, lui était apparu comme un conte arabe. Et est-ce que pour vous, ce n'est pas une espèce de fuite devant la réalité, que vous n'accepteriez pas telle qu'elle est, vous voulez la réorganiser à votre façon, pour que ça vous plaise et pour que ça plaise aux gens? Je crois, oui, mais je crois que ce serait la même chose. Est-ce que, si vous voulez, un cinéaste fuit dans son film, mais peut-être
ni plus ni moins qu'un peintre fuit dans son tableau, qu'un musicien fuit dans la musique et qu'un écrivain fuit dans son livre. Je crois qu'on a la même chose avec l'écriture, je crois. On a la même idée de plonger, on a la même idée de s'isoler, on a la même idée de refaire les choses à son idée, peut-être pas à son image, mais à son idée, avec une volonté, selon l'état d'esprit dans lequel on est, avec une volonté soit d'exalter, soit au contraire de critiquer, soit, voilà, je crois. Mais est-ce que vous estimez que c'est une nécessité personnelle ou une nécessité qui vient de l'époque où nous vivons, ça s'impose par la vie que nous menons, que de faire des films qui sont des films d'évasion? Ah non, le cinéma est né dans l'évasion. Le cinéma a pris le relais du roman. Le roman continue à exister, mais enfin disons que le cinéma a pris le relais du roman, et le roman était déjà une très grande évasion. Le cinéma est l'évasion par excellence, parce que, ne serait-ce que parce qu'on est dans le noir. Ce n'est pas un art collectif, on oublie vraiment les autres quand on est au cinéma, sauf peut-être pour les films comiques où on rit en groupe. Mais sinon, le cinéma s'adresse à chaque personne assise dans la salle, et on vit pendant 2 heures dans un autre monde. Je ne dis pas que ça doit être un monde optimiste et aseptisé et qui ignorerait les vrais problèmes ou les vraies douleurs ou les vrais drames de la vie, mais c'est quelque chose de clos quand même. C'est une évasion, même si elle peut faire penser, mais je crois qu'on doit penser après. Vous voyez, on ne doit pas penser pendant qu'on voit un film, d'abord parce que c'est un déroulement, c'est un train, c'est un rouleau de pellicule qui défile comme un train, donc il ne s'agit pas de s'arrêter pour penser. Et on reçoit un choc d'émotions, de sensations, peut-être que des réflexions s'emmagasinent, et puis la véritable discussion, s'il doit y avoir discussion, commence après en rentrant à la maison. Vous vous préoccupez beaucoup de votre spectateur pendant qu'il est dans la salle de cinéma. Vous voulez faire des films poignants, avez-vous dit, des films qui intéressent du début jusqu'à la fin. Et vous vous préoccupez encore de lui quand il a quitté la salle. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à ce spectateur? Je ne sais pas. Pourquoi je me préoccupe de lui? C'est parce que je sens que ce pouvoir extraordinaire de faire un film, c'est comme une carte blanche, c'est comme un monologue, c'est comme si on vous laisse monologuer, si on vous laissait monologuer pendant 1h30. On ne peut pas vous interrompre, c'est un privilège extraordinaire, mais il faut bien donner quelque chose en échange de ce privilège. Donc ce qu'on donne, c'est une attention très grande à la clarté du propos. Je pense qu'on doit prévenir les remarques que pourraient faire les gens, le souci qu'ils ont le besoin qu'ils ont d'avoir en main tous les éléments pour suivre l'histoire qu'on leur raconte. Je crois que c'est ça l'idée. Alors effectivement, j'ai la volonté, le désir en tout cas de les captiver, de les intéresser, même si je prends une histoire très près de la vie. En gros, vous savez, ce sont des espèces de lois qu'on se forge à soi-même, mais ou bien j'ai une histoire très près de la vie et j'essaie de montrer ce qu'il y a d'extraordinaire quand même dans ces choses qui sont près de la vie. Ce sera le cas de films comme Les 400 coups, comme La peau douce, pas de films qui sont réellement faits de notre matériel, notre vie quotidienne. Ou bien j'aurai une histoire au contraire assez fantastique, assez loin des normes, comme Fahrenheit 451, et à ce moment-là, mon effort sera de lui donner beaucoup de quotidienneté et de plausibilité pour la faire ressentir quand même, non pas comme une histoire quotidienne, mais qu'on puisse suivre aussi le drame des personnages. Fahrenheit 451 est un film, je ne sais pas si vous accepterez cela, mais qui me semble se distinguer parmi les autres que vous avez faits, et dans lequel on sent ou on peut sentir, selon qui on est, une espèce de préoccupation sociale. Est-ce que vous croyez que le cinéma a une fonction sociale? Est-ce que c'était vous aviez ça derrière la tête quand vous avez fait Fahrenheit? Je n'ai jamais d'idée aussi générale que ça. De toute façon, je penserais dans ce cas-là que Fahrenheit n'est pas le seul, parce qu'il y a peut-être le même phénomène à propos des 400 coups, le même phénomène à propos de l'enfant sauvage. Disons, ce sont des films qui sont un peu plus qu'une histoire qu'on raconte. C'est une histoire qui a un sens général, voilà, dont on peut discuter effectivement. Mais l'idée qui était derrière Fahrenheit, parce qu'effectivement, il y avait une idée derrière le livre de Bradbury, derrière le film, c'est l'importance de la culture, c'est que une société peut interdire les livres, eh bien il y aura quand même des gens pour qui ces livres seront nécessaires. Et j'aimais aussi la seconde partie, si vous voulez, de ce message, qui était qu'il y a toujours une façon de contourner une loi injuste, qui n'est pas nécessairement en s'opposant violemment à elle, et la façon dont on contourne la loi scandaleuse de Fahrenheit, c'est que
puisque ces livres sont détruits, puisqu'il est interdit d'avoir des livres chez soi, eh bien des gens ont décidé de sauver les livres en apprenant chacun un livre par cœur, et ils vont devenir ce livre, ils vont s'identifier à ce livre. Est-ce que Fahrenheit peut être interprété comme une espèce de jugement que vous portez sur la civilisation technologique d'aujourd'hui? Un refus? Non, pas vraiment. Si vous voulez, il y a une idée, ce qui m'est peut-être le plus personnel dans Fahrenheit, c'est l'idée de la nécessité de la ruse. C'est la nécessité de la ruse, quoi. Je pense qu'on la trouve chez Brecht, certainement. C'est l'idée qu'on s'oppose aux choses plus efficacement par la soumission apparente que par la révolte ouverte, vous voyez. Cette idée était très séduisante pour moi de gens qui vont apprendre les livres par cœur, c'est-à-dire l'idée de contourner la loi au lieu de s'opposer à elle. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la destination de la pensée. Quand on conteste sans avoir des chances de gagner, ça semble dire pour moi qu'on conteste pour le principe, qu'on en fait une question de principe. Et vous avez dit que vous ne vous battriez jamais pour une simple question de principe, non? Je ne sais pas, non, je ne crois pas avoir dit ça. Non, je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, je me bats avec des grandes chances de gagner, c'est-à-dire que l'idée de perdre m'est tellement insupportable que je préfère la ruse, c'est-à-dire l'opposition qui ne se déclare pas, à l'opposition déclarée, c'est-à-dire l'opposition déclarée qui vous donne une chance de perdre, tandis que d'apprendre les livres par cœur, c'est la ruse suprême. On ne peut pas vous enlever ce que vous avez dans la tête, vous avez appris un livre, vous êtes devenu ce livre, vous avez contourné la loi, vous n'avez peut-être pas le beau rôle parce que peut-être que personne ne sait que vous avez ce livre dans la tête, mais vous avez gagné, et je trouve que gagner c'est très important, c'est-à-dire obtenir ce que l'on veut, ça je trouve que c'est important. Dans le fond, vous n'êtes pas contre le cinéma d'engagement, mais votre engagement est moins apparent et plus dissimulé. Alors, je ne sais pas, cinéma d'engagement, si vous voulez, il y a une responsabilité là que je n'aimerais pas prendre, c'est de manipuler les gens. Je n'aimerais pas ça, vous voyez, j'aime bien leur proposer ma façon de voir les choses, mais je ne voudrais pas leur faire croire que je pense qu'elle est la seule bonne, parce que je suis quand même formé. Je ne sais pas par quoi je suis formé par la vie, puisque je ne suis pas universitaire. Je suis formé par la vie, mais je suis quand même formé par le doute, si vous voulez, plutôt, vous voyez, plutôt par Gide, si on cherchait un écrivain français qui m'est un peu influencé. C'est le doute, je trouve qu'il faut émettre des idées qu'on a, qui sont partiellement les siennes, parce qu'en réalité elles sont les siennes, amalgamées à d'autres qui vous ont séduites, mais je ne pourrais pas prétendre qu'une idée de la vie que j'ai adoptée ou qui est la seule bonne. Ça, je ne peux pas, non. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous affirmiez, et c'était à une époque, c'était en 1964, au moment de la guerre d'Algérie, je ne me trompe pas, c'est bien 64, vous disiez que pour les cinéastes, l'important, ce n'est pas la guerre d'Algérie, c'est le cinéma. Et est-ce que vous vous dissociez? Non, non, je ne sais pas si la citation est vraiment exacte, ce n'est pas ça, mais... je crois, non, ce n'est pas ça. Je ne dirais pas que c'est plus important, je dirais que ce n'est pas moins important, si vous voulez. Vous voyez, je pense à l'œuvre de Matisse, par exemple, qui s'est déroulée vraiment sur 70 années, avec des guerres qu'il n'a pas faites. Il n'a pas participé à la guerre de 14-18, il n'a pas participé à la guerre de 39-40, et peut-être on pouvait de loin penser à lui comme à quelqu'un de frivole. Eh bien, je trouve que non, parce que ce qui reste d'une civilisation, l'apport artistique est plus honorable quand même que les grands conflits dans lesquels on a entraîné les gens en leur racontant des choses qu'on oublie à une rapidité incroyable. Je suis toujours surpris, par exemple, à quel point on perd. La guerre est là, la guerre était là il y a 20 ans, et lorsqu'on cherche, si on réunissait des gens en leur disant « Savez-vous pourquoi la guerre a éclaté ?» Eh bien, on s'aperçoit que personne ne le sait, et si quelqu'un le sait, on s'aperçoit que c'était pour des bêtises, puisque quelques années après, en se réunissant autour d'une table, on a réussi à l'éviter. Alors je me refuse, si vous voulez, à considérer comme plus important des événements historiques que des événements artistiques. C'est peut-être ce que j'ai voulu dire. C'est peut-être ce que j'ai voulu dire. Il y a eu toute cette polémique avec Chaplin, qui devenait tellement, dont la célébrité grandissait pendant la guerre de 14-18 et à laquelle tout le peuple américain reprochait de ne pas aller à la guerre, voyez. Et comme réponse, au fond, à son désir de rester en Californie, il a fait Charlot Soldat, et je trouve qu'il vaut mieux qu'il ait fait Charlot Soldat que s'il avait été vraiment sur le front aux Ardennes. Je trouve vraiment il a fait plus de bien. Pas plus de bien à la paix, parce que malheureusement, les films contre la guerre n'empêchent pas la guerre. Je trouve qu'un film qui pour moi a une importance énorme artistiquement, enfin je trouve très beau, très réussi, comme le J'accuse d'Abel Gance,
est un film tellement convaincant et tellement violent que normalement, après ce film, il n'y aurait pas dû y avoir la guerre. Or, la guerre est toujours plus forte. Alors, il y a une espèce de rage, si vous voulez, de mon côté, de voir que l'art est impuissant. Que l'art est impuissant devant les événements. Alors, c'est peut-être ça aussi qui crée un espèce de désengagement. Je dis, puisque c'est moins fort, hein, puisque c'est moins fort que la politique, eh bien, tenons-nous en dehors. Voilà, c'est cette contradiction, si vous voulez, dans laquelle je me trouve. C'est que je sens très bien que si on veut peser sur la vie de ses contemporains, il faut faire de la politique, il ne faut pas faire du cinéma. Et quand on pèse sur la vie de ses contemporains par une œuvre d'art, c'est accidentel, c'est de façon absolument involontaire et imprévisible. Je pense par exemple à cette pièce de Jean Genet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Nègres. Mais je crois que quand Jean Genet a écrit Les Nègres, il faisait une pièce purement poétique et qu'au fond, Les Nègres, c'était peut-être une transposition, par exemple, de l'homosexualité qui était une préoccupation pour lui. Et Les Nègres a été monté à Paris, très bien, une pièce parmi d'autres, plutôt plus belle que les autres d'ailleurs, mais à New York, la pièce a été montée différemment. Elle a été montée, je l'ai vue à New York, la pièce, elle a été montée comme un acte d'accusation contre le public. Les acteurs noirs avançaient vers les spectateurs et les insultaient et leur tendaient la main en avant. Et finalement, quand vous regardez maintenant les slogans du Black Power ou des Panthères Noires, ce sont les phrases des Nègres de Genet, c'est-à-dire des imprécations poétiques. Le sucre sera noir, la neige sera noire. Vous voyez, ces phrases qui étaient de pure intuition poétique sont devenues des slogans qui ont permis à des gens de passer d'un complexe d'infériorité à un complexe de supériorité. C'est-à-dire de surmonter l'étape entre les deux qui était extrêmement ingrate, qui était cette demande d'intégration qui n'aboutirait jamais. Il fallait donc mieux aller plus profond, mais c'est cette œuvre poétique qui les a aidés à y aller. Donc après, Genet s'est trouvé, après coup, au fond, un artiste engagé, parce qu'il est bien obligé maintenant d'être solidaire de sa pièce, donc de suivre, mais c'est la pièce qui a été à l'origine, et je crois de façon involontaire. Mais ça, je crois que c'est très rare vraiment dans l'histoire d'un art, c'est une fois de temps en temps. Alors que un film fait pour des grévistes ne sera même pas vu par les ouvriers. Vous voyez, on a dans le cinéma engagé délibérément l'inconvénient, dans 9 cas sur 10, de s'adresser aux gens qui sont convaincus d'avance et surtout de ne pas intéresser les gens auxquels on s'adresse, de même pas arriver à eux. Je crois que c'est ça, ça ne peut marcher que par une chose comme ça, ne peut avoir de valeur que si elle est formidablement convaincante, et elle n'est convaincante que si elle est impure, c'est-à-dire si elle utilise des procédés déjà utilisés dans une autre sorte de cinéma. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à ce moment-là. Tout à fait bien. Mais c'est que le cinéma est un art de captation, c'est quand même un art où on domine les gens. Alors je trouve que quand on les domine et qu'on reste dans le divertissement, c'est assez pur, parce que c'est un espèce de jeu. On a joué à leur faire peur, on a joué à les... c'est Hitchcock, ça, complètement. Et si on utilise ces moyens-là pour faire des leçons, je trouve qu'à ce moment-là, il y a un abus de pouvoir. Vous voyez, il y a un abus de pouvoir. Je pense par exemple au Cuirassé Potemkin, qui est un film tellement célèbre, mais qui m'a toujours choqué, parce que dans le Cuirassé Potemkin, on vend la révolution, comme pour employer une expression d'aujourd'hui, on vend la révolution, mais en utilisant des artifices, c'est-à-dire des choses qui peuvent toucher les gens, en utilisant une histoire de viande pourrie sur un cuirassé. Vous voyez, parce que tout le monde ressent ça. Alors, dit, oui, de la viande pourrie, il faut se révolter. Mais en fait, dans ce film, on ne parle pas de la révolution. On ne sait pas pourquoi la révolution était nécessaire en Russie, pourquoi elle a eu lieu, comment elle a été. Vous voyez, ce n'est pas... Le film, politiquement, n'a aucune valeur. Il n'a qu'une valeur émotionnelle. C'est une grande œuvre d'art, mais c'est une œuvre de manipulation. Et cette manipulation me choque parce que elle se donne un alibi de noblesse, si vous voulez, au lieu de se présenter comme un pur divertissement. Vous voyez ? Vous n'avez rien à vendre. Que le Cuirassé Potemkin, c'est du Hitchcock engagé, mais je trouve que la noblesse d'Hitchcock est de ne pas être engagé, voilà. Je crois, je peux me tromper, mais c'est mon idée. Quelle est votre idée du succès? Le succès, il est relatif partout. Je vous ai dit que je ne suis pas social, donc le succès étant une chose sociale, je suis assez blindé, assez imperméable, disons. Alors le succès, il est... je ne sais pas ce qu'il est, il est relatif. Un film destiné au monde entier, donc même là, le succès est relatif. On peut avoir du succès dans son pays et puis pas ailleurs, ou au contraire, pas moins dans son pays et ailleurs. On peut avoir du succès pour ce film-là et pas le suivant. Le succès, c'est une commodité. Si on se place sur un plan strictement pratique, le succès, c'est peut-être une chose qui vous permettra de travailler avec liberté, toujours avec liberté si on l'a eu, ou enfin avec liberté si on n'avait pas la liberté avant. De ce point de vue-là, je trouve que c'est évidemment mieux que l'échec.
Et puis l'échec de toute façon est mauvais parce que ça fait douter de soi, ça risque de faire perdre ses moyens, c'est pas bon. Alors le succès est bon à condition de le prendre avec légèreté quand même, c'est ça, et de ne... Oui.